Je déclare la séance ouverte. La parole est à Monsieur Michael Edwards, directeur en exercice pour la lecture du palmarès. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République, protecteur de l'Académie française, nous a fait savoir qu'il n'est pas en mesure d'assister à notre séance, mais qu'il souhaite adresser ses chaleureuses félicitations aux lauréats que l'Académie a choisi de distinguer. Nous ne dirions plus avec La Rochefoucauld qu'il y a une différence entre le goût qui nous porte vers les choses et le goût qui nous en fait connaître et discerner les qualités en s'attachant aux règles. Nous n'estimons pas qu'afin de dépasser une simple attirance envers un ouvrage, il nous faut demander à des règles universelles et immuables de nous en révéler les vrais mérites. Tout change et ne cesse de changer. On réinvente continuellement la poésie, le théâtre, le roman. On conçoit d'autres façons de philosopher, d'écrire l'histoire, car chaque génération a son expérience propre et habite une réalité différente. La langue se transforme également. Les Français ne prononcent plus, comme autrefois, presque toutes les consonnes. Ils ne placent plus, comme au Moyen Âge, la plupart des adjectifs avant le substantif. Si un peuple est orienté par sa langue, il la fait aussi évoluer selon les demandes du corps et de l'esprit. L'Académie est consciente de cette transformation continuelle grâce à son histoire, longue et toujours vivante dans sa mémoire, et aux grands personnages fort divers qui l'ont illustrée et qui semblent introduire dans leurs débats intemporels d'innombrables points de vue. Tout change et chaque écrit, nos lauréats le savent, est une aventure, un voyage vers l'inconnu. Tout travail authentique de l'esprit ouvre sur l'inédit. De la poésie à l'érudition pure, on assiste à l'apparition, à la lente mise en place d'un univers en grande partie insoupçonné. Du poète qui se meut parmi des figures, des émotions, des souvenirs vrais et faux, des bribes de phrases, dans la chair et la musique des idées, aux chercheurs examinant des hypothèses et des faits, nous trouvons très souvent là où nous n'avons pas cherché. Le travail de l'écriture est néanmoins une volupté que l'on éprouve seul, sauf dans la mesure où l'on sent la présence du lecteur futur, être fictif et quotidien, à qui on adresse une parole que l'on découvre en l'écrivant et avec qui on se promène comme dans un pays inexploré. Et la solitude, qui aboutit aujourd'hui à une reconnaissance publique et prestigieuse, s'accompagne en effet d'une joie certaine. Les critiques supposent que pendant la période des tragédies, Shakespeare était mélancolique, alors qu'en composant Hamlet, le roi Lear ou Macbeth, ne serait-on pas heureux comme tout? Si, en écrivant, on s'expose à l'inconnu, la même occasion s'offre aux lecteurs et à ceux qui lisent afin d'attribuer des prix. En dressant son palmarès, l'Académie, comme tout juge, tout critique, se remet en question et accepte, devant le réellement nouveau, de modifier ses critères. Juger,
c'est poursuivre son apprentissage. Les lauréats nous font ainsi beaucoup de bien et nous leur en sommes reconnaissants. Nous accueillons avec plaisir toutes ces personnes qui nous ont impressionnés et éclairés. On n'écrit pas et l'on ne s'engage pas dans les autres activités que nous couronnons cet après-midi pour obtenir un prix, mais il est légitime d'en espérer un. Les tragiques grecs, après avoir sondé, disons, la gloire, l'horreur, le mystère de la condition humaine, dans de longues trilogies et de la manière la plus sérieuse, concouraient pour un prix dans les Dionysies. Saint Paul courait, selon une image tirée des jeux grecs, pour recevoir le prix du salut et exhortait tout chrétien à suivre son exemple. Nous, qui ne sommes immortels que provisoirement, comprenons bien l'aspiration à la reconnaissance hic et nunc. La lecture de notre palmarès constitue, pour les lauréats comme pour l'Académie, une heure de satisfaction après un travail accompli. Nous sommes ravis de partager avec eux, sous la célèbre coupole, ce moment solennel, unique, presque irréel, moment qui nous rapproche également du monde de Richelieu, Mazarin, Louis XIV. Ici, le déchirement encore sensible de la Révolution se trouve apaisé, non pour rappeler pour encourager la nostalgie de l'Ancien Régime, mais pour rappeler la difficile persistance de la France. C'est aussi un moment bien ancré dans la réalité et qui nous conduira vers la réception de notre secrétaire perpétuel et vers le champagne. Voici donc notre palmarès. Les lauréats des grands prix voudront bien se lever à l'appel de leur nom et nous les applaudirons chacun à la fin de son éloge. Grand prix de la francophonie, Monsieur Tierno Moninambo. Je suis très heureux que vous ayez publié, Monsieur Tierno Moninambo, avant son éloge, mais je vous demanderai d'attendre la fin de l'éloge pour applaudir. Né en 1947 en Guinée, Tierno Moninambo a fui la dictature de Sékou Touré en 1969, a rejoint le Sénégal puis la Côte d'Ivoire pour y poursuivre des études de biochimie. Il a enseigné au Maroc, en Algérie et dans divers autres lieux avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Arrivé en France en 1973, il est aujourd'hui retourné vivre à Conakry. Le thème de l'errance et de l'exil, celui de la quête d'une identité que l'on croit perdue, sont au cœur de son écriture, mais avec des cadres différents pour chacune des histoires qu'il raconte. La Guinée, Abidjan, Lyon, le Brésil. C'est à la Havane qui fait évoluer le personnage de son ouvrage « Les coqs cubains chantent à minuit », en Algérie, celui de son dernier roman « Bled ». Le roi de Caël, qui avait obtenu le prix Renaudot en 2008, n'avait, à ce moment-là, pas été très bien reçu en Afrique en raison du sujet colonial qu'il abordait. Mais comme le note M. Xavier Darcos, l'œuvre de Tierno Moninambo, qui comporte une douzaine de romans, fait l'objet d'une véritable reconnaissance, de plus en plus établie au fil des parutions.
Grande médaille de la francophonie, M. François Boustany. Cardiologue né au Liban et installé en France, François Boustany a eu une initiative remarquable, créer un site où les cardiologues puissent accéder en langue française à ce qui se fait de mieux dans leur discipline. Trop souvent, dans les domaines scientifiques, on se contente du matériau en langue anglaise sans se soucier du fait que la compréhension subtile et approfondie des praticiens est indispensable à l'exercice optimal de leur art. Notre lauréat, comme nous l'indique M. Amin Malouf, n'a pas cédé à cette facilité. Qu'il en soit chaudement remercié. Grand prix de littérature, M. Charles Julier, pour l'ensemble de son œuvre. Charles Julier est auteur de théâtre, poète et avant tout prosateur. Après une enfance très douloureuse et son entrée comme enfant de troupe à l'école militaire d'Aix-en-Provence, il rejoint celle de Lyon, où il restera jusqu'à l'âge de 20 ans. Devenu écrivain, il évoque sans cesse son propre chagrin et témoigne de la douleur qui l'entoure. Si le noir prend toutes les formes dans son œuvre, c'est par la littérature qu'il se sauve. Et s'il concentre tous les malheurs dans ses livres, c'est pour nous permettre une écriture plus lumineuse. Il convient, comme l'affirme M. Dany Laferrière, que l'Académie française salue un écrivain de 83 ans à contretemps de notre époque de divertissement. Grand prix de littérature Henri Gall, prix de l'Institut de France, M. Benoît Dutertre, pour l'ensemble de son œuvre. Entre romans et souvenirs, les tribulations d'un homme jeune, en colère contre son temps, et qui trouve dans la littérature, la musique et l'art des raisons de croire dans la vie. Joyeux, mélancolique, iconoclaste, d'une grande sensibilité, le dernier roman de Benoît Dutertre, Livre pour adultes, qui pourtant lui a été inspiré par la mort de sa mère, est aussi une réflexion sur la vieillesse, le temps qui passe et les bonheurs enfuis. Benoît Dutertre évoque ses rencontres avec la veuve de Darius Milhaud, auquel, musicologue, il voue un véritable culte. C'est une promenade attachante, comme le remarque M. Jean-Marie Roire, enchanté par le style, plein de sensibilité et de culture, où l'auteur déambule dans sa vie passée comme dans un véritable roman, et qui est représentative de l'œuvre entière, partagée entre romans familiaux ou autobiographiques, écrits sur la musique et essais nostalgiques. Prix Jacques de Fouchier, M. Dominique Cordelier, pour Le peintre disgracié. Le premier roman du conservateur en chef au cabinet des dessins du musée du Louvre nous fait découvrir, constate Madame Florence Delay, un peintre flamand du XVIIe siècle, Michael Swerts, et son itinéraire étonnant de Bruxelles où il est né et où il a appris beaucoup de langues, à Goa où il mourut, en passant par Paris où il tomba amoureux, Rome, la Syrie, la Perse. Dès le titre, Le peintre disgracié, dès l'exergue, on sait qu'il n'eut jamais la gloire des frères Le Nain, des Teniers, du Bamboccio, peintres comme lui de la vie familière, de vie minuscule, dirait Pierre Michon,
encore moins la gloire de celui qu'il appelait le Seigneur Poussin. À travers ses voyages, paysages, conversations et rêveries, Dominique Cordelier tente de faire aimer Michael Schweitz pour mettre fin à sa disgrâce. Grand prix du roman, M. Daniel Rondeau pour Mécanique du chaos. Mécanique du chaos est le parfait exemple pour M. Frédéric Vitou de ces romans polyphoniques construits autour d'une dizaine de personnages dont les destins parfois indépendants les uns des autres se croisent, s'affrontent, s'attirent et qui finissent par tisser la trame même d'une époque. Pour l'occasion de Tripoli à Malte ou des arcanes des ministères parisiens au territoire perdu de la République du côté de Corbeil, Daniel Rondeau, en mettant en scène ces personnages tous parfaitement individualisés et dessinés, donne à son roman un souffle romanesque peu commun. Mieux, il traduit avec une urgence et une lucidité terrifiée les conflits et les convulsions de notre époque autour de cette Méditerranée dont l'auteur, comme écrivain, aussi bien que comme diplomate, est devenu l'un de nos meilleurs analystes. Prix de l'Académie française Maurice Genevoix, M. Nicolas Mariot pour Histoire d'un sacrifice, Robert, Alice et la guerre. Robert Hertz était un jeune sociologue avant la guerre de 14, normalien, agrégé de philosophie, disciple préféré de Durkheim et l'un des plus brillants de sa génération. Il s'était fait remarquer notamment par un livre très original sur la prééminence de la main droite. Sous-lieutenant, il mourut à 33 ans, en avril 1915, dans une attaque qu'il savait inutile. Nicolas Mariot, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des combattants de la Grande Guerre, fait revivre cette personnalité exceptionnelle à travers, en particulier, son abondante correspondance avec sa jeune femme. C'est l'histoire d'une préparation morale au consentement patriotique, le chemin intérieur d'un intellectuel juif et socialiste pour aller au bout de ses idées, de son dévouement à la France, de son humanisme éclairé. Une étonnante illustration, comme le dit M. Pierre Nora, de la mentalité d'une génération prête à mourir pour la patrie. Grand prix Hervé Deluenne, M. Daniel Maximin. Daniel Maximin est un romancier, poète et essayiste français, né à Saint-Claude, à la Guadeloupe, en 1947. Il fut pendant longtemps le directeur littéraire des éditions Présence africaine et il continue à produire sur France Culture l'émission Antipode. En 1989, il devint directeur régional des affaires culturelles de Guadeloupe et fut chargé en 1997 d'organiser la célébration nationale du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Daniel Maximin a été de 2000 à 2005 conseiller au ministère de l'Éducation nationale, mission pour les arts et la culture, tout en animant la rédaction de Rive-Neuve Continent, une revue de littérature de langue française. Il a ensuite rejoint l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication. Il fut commissaire général de 2011, l'année des Outre-mer, puis nommé délégué général à l'Action culturelle internationale des Outre-mer auprès de l'Institut français. Constamment engagé au service de la culture de langue française dans l'Outre-mer, Daniel Maximin mérite
comme l'affirme M. Xavier Darcos, la reconnaissance de l'Académie. Grand prix de poésie, M. Anthony Phelps, pour l'ensemble de son œuvre poétique. Né à Port-au-Prince en 1928, Anthony Phelps, avant de se consacrer à la littérature, avait d'abord fait des études de chimie et de céramique aux États-Unis et au Canada. Avant d'être contraint de fuir Haïti en raison des nombreux séjours en prison que lui valut son engagement contre la dictature, il avait fondé le groupe Haïti Littérature et la revue Semence. Établi depuis 1964 à Montréal, il mène une carrière dans le théâtre, à la radio, à la télévision, ainsi que dans le journalisme, tout en développant une œuvre variée, puissante, généreuse, qui aborde tous les genres. Traduite dans de nombreuses langues, elle obtient de grandes récompenses internationales, dont 2 fois le prix de poésie Casa de las Américas de Cuba. Comment résumer cette œuvre magnifique, se demande Madame Danielle Salnave, traversant l'histoire singulière et douloureuse de son île et témoignant d'une recherche insatiable et passionnée. Ce surréaliste caribéen puise toutes ses ressources dans l'oralité, dans les modulations d'une voix colorée, musicale, dont le rythme dicte sa scansion au poème. Grand prix de philosophie, M. Christian Jambet, pour l'ensemble de son œuvre, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, Le gouvernement divin, Islam et conception politique du monde. Agrégé de philosophie, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, où il reprit la direction d'études sur l'islam chiite et la pensée persane de son maître Henri Corbin, Christian Jambet s'est imposé, nous assure M. Jean-Luc Marion, comme l'un des meilleurs, sinon le premier, des spécialistes français de cette tradition philosophique. Il lui consacra ses premiers travaux scientifiques, la logique des orientaux et la grande résurrection d'Alamut. S'ensuivit un ensemble impressionnant d'études sur et de traduction de Molla Sadra, dont l'acte d'être, le caché et l'apparent, mort et résurrection en islam, et se rendre immortel, suivi de la traduction du traité de la résurrection de Molla Sadra Shirazi. Tous ces travaux, menés par un authentique philosophe et pas seulement un philologue, s'appliquent, à la suite de ceux d'Henri Corbin, à souligner la dimension spirituelle, voire contemplative et eschatologique d'une figure d'un islam trop souvent confondu avec son rival, l'islam sunnite. Grand prix Moron, M. Luc-Alain Giraldo, pour Dans l'œil du pigeon, évolution, hérédité et culture. Notre histoire est truffée de biologisme et de faux darwinisme, appuyant des atrocités impardonnables. À partir de ce constat, remarque M. Michel Serres, cet essai tente de rétablir les ponts entre les sciences naturelles et les sciences humaines. L'auteur propose une réflexion sur l'indéniable rapport entre l'humain et le monde animal et ses conséquences. Un lien biologique, mais selon une biologie qui se veut pertinente sans être pour autant déterministe. Il démontre au fond l'improbabilité et l'étrangeté de la vie elle-même. Quant à l'homme, serions-nous la première espèce à la fois biologique et culturelle? Cette culture, qui est au cœur même des préoccupations des sciences humaines, serait-elle d'origine biologique?
L'auteur invite ainsi ses collègues de biologie évolutive et de sciences humaines à jeter ensemble les premiers jalons d'une nouvelle compréhension de l'éthos humain, ce singulier animal culturel. Grand prix Gobert, M. Jean-Pierre Rioux, pour « Ils m'ont appris l'histoire de France » et l'ensemble de son œuvre. Jean-Pierre Rioux est, pour M. Pierre Nora, un spécialiste éminent de l'histoire de la France contemporaine et un des artisans les plus actifs de l'essor de l'histoire culturelle. Il a une œuvre multiple, mais c'est surtout par une série d'essais très personnels qu'il s'est illustré. Ils vont d'une étude passionnée d'Erckmann-Chatrian à Au bonheur la France et La France perd la mémoire, aux 3 titres qui ont scandé les années récentes, La mort du lieutenant Péguy, Vive l'histoire de France, et cette année même, Ils m'ont appris l'histoire de France. Ce dernier est un beau récit d'apprentissage, un mélange émouvant d'égo-histoire et de lieux de mémoire personnelle, tissé à la grande histoire, le tout dominé par Michelet, Jaurès, Péguy, De Gaulle, sans oublier les plus proches, René Rémond et Jean-Louis Crémieux-Briac. Autant de modèles et d'héritages, autant d'inspirateurs de confiance dans une France d'unité et de rassemblement. Prix de la biographie littéraire, M. Marc Hersan pour Saint-Simon. Marc Hersan nous retrace le destin exceptionnel d'un homme qui, promis seulement à la succession de son père, se transforme en héros d'une cause perdue, la défense de la dignité ducale. Il devient ainsi le recréateur d'un monde et l'un des plus grands écrivains de langue française, écrite avec sérieux et passion, constate Madame Danielle Salnave. Cette biographie ne cache pas l'immense admiration de son auteur pour l'art des portraits, la violence d'évocation, la puissance de formule qui traverse les 100 000 pages des mémoires. La biographie de Marc Hersan devient ainsi, dans sa brièveté et sa concision, le passeur indispensable d'un des monuments de la littérature française. Nous avons besoin aujourd'hui que se diffusent largement des ouvrages de cette sorte qui peuvent donner à un large public le désir de découvrir ou de redécouvrir une œuvre dont la dimension peut parfois effrayer et l'aider à y entrer. Prix de la biographie historique, M. Bernard de Montferrand pour Vergennes, la gloire de Louis XVI. En écrivant une biographie de Vergennes, ambassadeur et ministre de Louis XVI dont l'œuvre a été balayée par la Révolution et le souvenir éclipsé par celui de Talleyrand, c'est à une réhabilitation historique que s'emploie l'auteur, diplomate lui-même. Il entend en effet montrer le succès d'une politique étrangère qui, faisant de la France une nation non pas tant combattante ou conquérante que garante des équilibres européens, assure sa suprématie, nous dit Mme Hélène Carrère-d'Encausse, notamment face à l'Angleterre qu'elle parvient à affaiblir. Prix de la critique, M. Jean-Yves Pouilloux pour L'art et la formule. Ce livre séduit, nous dit Mme Florence Delay, par la sincérité du ton, qui n'est ni celui d'un émérite de l'université, ni celui du spécialiste reconnu de Montaigne et de Rabelais. C'est celui d'un lecteur qui ressent l'urgence d'ouvrir les portes de la perception, Blake, repris par Huxley, en faisant communiquer entre elles des œuvres apparemment éloignées qui, personnellement, l'ont touché.
« Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant », disait Giacometti, qu'en écrivant, semble dire des inventeurs aussi différents que Proust, Paulan, Queneau, Michon. Ou encore ne savoir que par le sentir. Et c'est la très belle fin du livre, sentir les arbres plutôt que les phrases, le tremble qui tremble, le charme qui charme, le frêle, frêle et léger, et moi, dit l'auteur, non moins frêle et fragile, mais pesant et terrien. Prix de l'essai, M. Jacques Henrique pour boxe. La rencontre de Jacques Henrique avec le boxeur français d'origine guadeloupéenne Jean-Marc Mormec est le point de départ d'un livre sur la vie et les combats des grands pugilistes de l'histoire de la boxe. Georges Charpentier, Marcel Cerdan, Sugar Ray Robinson ou Mohamed Ali. À travers des épisodes de sa propre enfance et le portrait de ces figures glorieuses et déchues, Jacques Henrique aborde, constate Madame Danielle Salnave, dans une langue rapide, précise et directe, les grands thèmes de la violence, du racisme, du sexe, entre lesquels il décèle des connexions vertigineuses. Prix de la nouvelle, Madame Claire Veillère pour Une poule rousse et autres nouvelles. Les 5 nouvelles de ce recueil sont puissantes, nous assure monsieur Daniel Laferrière, et décrivent un univers qu'on nous raconte de moins en moins souvent. C'est un monde boueux de gens qui passent leur temps dans le sous-sol de la vie. Ils n'arrivent à avoir aucun contact avec le monde extérieur, encerclés qu'ils sont par un monde plus riche, plus puissant, définitivement hors de leur portée. Ils n'ont pas l'air de chercher à y entrer, mais quand parfois cela arrive, ils s'y accrochent jusqu'à la mort. La première nouvelle est une œuvre ronde, forte et juste. C'est par les animaux que le lien se fait entre les puissants et les faibles. Une poule rousse, un cheval, un loup. Dans cet univers où les personnages ont tant de mal à respirer, la prose de Claire Veillère nous touche au poumon, ce qui permet au cœur de prendre des vacances. Les prix d'Académie sont cette année au nombre de 3. Ils vont à dont Jean-Éric Strauban de Saint-Éloi, bénédictin, pour son édition et sa traduction de l'ensemble des commentaires de saint Thomas d'Aquin aux épîtres de saint Paul aux communautés. C'est une remarquable entreprise qui aboutit cette année, après plusieurs autres volumes, à donner enfin une traduction scientifique des commentaires de textes bibliques par saint Thomas d'Aquin. Ainsi se trouve rééquilibré, comme le dit M. Jean-Luc Marion, notre appréciation d'un auteur qui consacra la meilleure partie de son temps à la méditation des Écritures et à leur spiritualité. Monsieur François Chapon, à l'occasion de la parution d'Empreintes sur un buvard, page de journal 1953-1989. François Chapon, pendant plus de 30 ans à la tête de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, a enrichi la personnalité de la bibliothèque et préservé la place majeure faite au surréalisme et aux livres qui illustrent le mariage entre peinture et poésie, révélant au public à travers diverses expositions l'aspect inventif des collections, dont la première évidemment est celle du grand couturier. Les pages de journal que nous saluons sont tout ce qui subsiste du journal que ce grand conservateur a tenu, un reliquat dont il s'explique, d'autant plus précieuses qu'elles font découvrir en direct les liens qu'il entretenait avec ceux qu'il aimait, ceux aussi dont il souhaitait la venue dans sa bibliothèque. Ces empreintes sur un buvard, titre modeste d'un témoin important, sont un cadeau, souligne Madame Florence Delay, dont nous remercions l'auteur.
Monsieur Dominique Noguez pour l'ensemble de son œuvre. L'œuvre de Dominique Noguez, comme le remarque monsieur Pierre Rosenberg, est inclassable. Ce normalien, agrégé de philosophie, a touché à tous les genres littéraires. Des romans, Amour noir, qui a obtenu le prix féminin, des essais, Les Trois Rimbaud, qui font vivre le poète jusqu'en 1937, des écrits sur le cinéma expérimental français et américain, et de beaux récits autobiographiques. Une année qui commence bien, paru en 2013. Il est d'une lecture à la fois captivante et touchante. Il y a chez Dominique Noguez une curiosité toujours en éveil et surtout un non-conformisme revigorant, un souci constant d'éviter les ornières de la routine. Prix du cardinal Grant, Père Jean-Robert Arbogast, pour l'ensemble de son œuvre. Jean-Robert Arbogast, directeur de la revue catholique internationale Communio, dirige depuis un quart de siècle le prestigieux Institut Bossuet. Il a été éditorialiste au Figaro et prêtre séculier, prédicateur à Notre-Dame. Il a mené toute sa carrière de chercheur à l'École pratique des hautes études. Son rayonnement international et ses talents linguistiques ont fait de lui une référence absolue. Extraordinaire érudit, selon l'expression de M. Jean-Luc Marion, il a réédité maints auteurs essentiels, parcourant tous les XVIIe et XVIIIe siècles. L'Académie honore une figure exceptionnelle de prêtre, d'universitaire et de savant. Prix du théâtre, M. Philippe Cobert, pour l'ensemble de son œuvre. Il est rare, comme le note Madame Florence Delay, de pouvoir saluer un homme qui, à lui seul, incarne l'aventure théâtrale, puisqu'il est acteur, auteur, metteur en scène, et qu'il écrit les pièces qu'il joue depuis qu'il a créé en 1981 au Festival d'Avignon, La danse du diable. Cette pièce a engendré une étonnante suite, le roman d'un acteur qui est sa jeunesse ressongée, sa comédie personnelle. Il l'a jouée un peu partout et elle lui a attiré l'affection du public populaire au sens où l'entendait Jean Vilar. Philippe Cobert fut premièrement comédien, un des piliers du Théâtre du Soleil, dirigé par Ariane Noujik. Dans la vie, Philippe Cobert est un homme passionné, un citoyen qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. De cela aussi, nous le remercions. Prix du jeune théâtre Béatrix Dusan, André Roussin, M. Christophe Pellet pour Aphrodisia et l'ensemble de son œuvre. On peut raccorder le théâtre de Christophe Pellet, qui se détache en France du peloton des jeunes dramaturges, au théâtre de la cruauté, cher à Antonin Artaud. Ces personnages s'entrechoquent, selon la comparaison imagée de M. Angelo Rinaldi, comme des boules de billard sur le tapis de feutre, pour s'éloigner ensuite à proportion de cette violence. C'est qu'ils ont découvert dans leurs interlocuteurs défauts et vices qui vont en même temps déceler chez eux-mêmes. Et malgré leur répulsion, une aimantation les ramène à leur point de départ, coupant leur texte de plaintes rêvées, respiration suspendue, lèvres entr'ouvertes, sans un mot parfois. Prix du cinéma René Clair, M. Stéphane Brisé, pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Sans être un protestant austère, dit Stéphane Brisé, la simple distraction, ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord être vrai.
Né à Rennes en 1966, Stéphane Brisé construit de film en film une œuvre, nous dit Madame Danielle Salnave, puissante, discrète, originale. Dès ses premiers films, Je ne suis pas là pour être aimé, puis Mademoiselle Chambon, il est remarqué pour sa manière à la fois lente, silencieuse et forte de capter des moments où le réel dévoile ses lois et les rapports humains, leurs enjeux. La grande médaille de la chanson française, Monsieur Gérard Manset, pour l'ensemble de ses chansons. Avec Gérard Manset, nous couronnons l'œuvre d'un mystère fécond, d'une légende fantôme de la chanson française, selon l'expression de M. Marc Lambron, délibérément invisible des médias, toujours présent par son talent polymorphe. Pionnier du rock symphonique en 1970, il donne, avec son dernier album, Opération Aphrodite, une variation sur des poèmes de Pierre Louis. Ayant collaboré avec Juliette Gréco, Jane Birkin, Julien Clerc ou Alain Bachung, il est le seul musicien français dont l'on puisse dire qu'il est à la fois lauréat du concours général, signataire d'une chanson intitulée Triste Tropique et auteur de divers romans ou albums photographiques. Entre Angor et Obock, entre les routes de Siam et l'abbaye de Fontevraud, il aime voyager en solitaire, mais c'est à un singulier pluriel, à un artiste protéiforme que notre compagnie rend hommage aujourd'hui. L'Académie attribue cette année 4 prix du rayonnement de la langue et de la littérature française. Ils vont à Madame Bérénice Angremy. Bérénice Angremy est attachée culturelle à l'ambassade de France à Pékin, directrice de l'Institut français de Pékin. Tout en assumant cette charge importante, elle est devenue l'une des figures phares de la scène artistique contemporaine à Pékin. Elle est l'épouse de Yuan Gui, un des artistes les plus importants de l'avant-garde de l'art contemporain chinois, francophile, connu pour sa critique sociale et culturelle. Le rayonnement personnel de Bérénice Angremy et son action obstinée sur la longue durée, en profondeur, in situ, contribuent grandement au dialogue culturel et artistique franco-chinois dans le domaine des arts d'aujourd'hui et de la création contemporaine. Dans cette spécialité, elle est même devenue, comme l'affirme M. Xavier Darcos, une figure dominante, connue et estimée. Monsieur Yannis Kurtsakis, romancier et essayiste grec, grand connaisseur de la France et de la civilisation européenne, Yannis Kurtsakis parle des rapports entre la Grèce et le reste du continent, affirme monsieur Amin Malouf, avec une voix empreinte d'inquiétude, de générosité et d'infinie sagesse. Monsieur Piotr Tcherkassov. Piotr Tcherkassov, que nous présente Madame Hélène Carrère-Dancos, est un historien russe qui a depuis de longues années consacré son œuvre aux relations diplomatiques entre la France et la Russie du XVIIe siècle à nos jours. Ses recherches dans les archives diplomatiques des deux pays ont donné naissance à 6 volumes qui doivent aux qualités de rigueur de l'historien et à un talent littéraire incontestable de passionner non seulement les spécialistes, mais aussi un large public. En même temps que Piotr Tcherkassov était distingué par l'Académie, il était élu à l'Académie des sciences de Russie. Monsieur Edmond White, romancier américain de grand renom,
Né à Cincinnati en 1940, Edmund White est également un amoureux de la France et, nous rappelle M. Amin Malouf, l'un des meilleurs connaisseurs de la littérature française. Il a consacré à Rimbaud, à Proust, à Jean Genet des ouvrages qui font aujourd'hui référence. Après les grands prix viennent désormais les prix de fondation. Les lauréats se lèveront également à l'appel de leur nom, mais je leur demanderai de bien vouloir accepter d'attendre la fin de la proclamation pour recevoir ensemble nos applaudissements. Prix de poésie, prix Théophile Gautier, Monsieur Hervier Piekarski pour L'état d'enfance 2. Ce subtil recueil de poèmes en prose fait défiler, avec pudeur et nuance, les mouvements d'une conscience aux aguets. Ce lyrisme discret est très lumineux et les sensations sont effleurées comme réveillées, sans emphase ni artifice. La poésie reflète ici une voix et un regard qui palpent l'essentiel d'un art de vivre. Prix Heredia, Madame Flora Orima de Vatine pour Au vent de la Pirogia Tifaille Faille. Poète du déracinement culturel de la polyphonie, Flora Orima de Vatine est écrivain, compositeur, professeur, auteur de poèmes traditionnels en tahitien et de poèmes libres en français. Elle tente d'apporter une réponse à l'appel de ces enfants qui sont à la recherche de leur terre, leur identité, leur culture. Prix François Copé, Monsieur Max Allot pour Si loin qu'on aille. On reconnaît en Max Allot un poète authentique, usant d'un langage retenu, épuré mais efficace, et fait entendre un chant où les instants présents font écho à des appels lointains, une vision ouverte dans laquelle cohabitent des thèmes apparemment contraires, absence et présence, attente et accueil, errance et espérance. Prix Paul Verlaine, Monsieur Xavier Houssin pour L'herbier des rayons. Ce petit livre au précieux que le ciel par-dessus le toit compte 36 jours et 36 poèmes du cœur de l'hiver au début du printemps. À chaque poème correspond la planche d'un herbier et le nom de la rue où la plante fut cueillie. Une suite mémorable de petites particules, de souvenirs épars. Prix Henri Mondor, Monsieur Dominique Delpirou pour La mort de Mallarmé, écho français et étranger. Il s'agit d'un recueil de nécrologie de Mallarmé et d'études de fond, souvent inédites et pour la première fois réunies. L'ouvrage, savant et érudit, permet de voir émerger avec difficulté l'image de Mallarmé comme déchiffreur de nouveaux horizons. Prix Maïse Ploquin-Collant, Monsieur Emmanuel Échivard pour La trace d'une visite. C'est sa première publication. La visite est celle de Vineton, de quelque chose comme l'être, qui paraît dans chacun de ses poèmes discrètement émouvant, comme un simple « tu ». De courts poèmes en prose, toujours en 3 parties, la dernière s'adressant à « tu » et éveillant la surprise. Une série d'apparitions d'autres choses, dans un rire, une angoisse, le vent dans les branches, le bois d'une table, une chute, la poussière. Prix de littérature et de philosophie. Prix Monthyon, Monsieur Denis Lacorne, pour Les frontières de la tolérance. Livre précieux, à une époque où l'on a vu réapparaître l'accusation de blasphème et où le retour du religieux, la montée des fanatismes menacent le projet émancipateur des philosophes.
M. Denis Lacorne, en explorant l'histoire de la tolérance des modernes, qui prône de nouveaux droits, dont la liberté de conscience, nous fait redécouvrir cette grande tradition afin de nous rendre conscients de ses enjeux et de nous aider à mieux la défendre. Prix La Bruyère, M. Pierre Vesperini, pour Droiture et mélancolie sur les écrits de Marc Aurèle. Dans ce livre important, Pierre Vesperini revient sur l'image d'un Marc Aurèle considéré comme un philosophe stoïcien à part entière, alors que sa droiture n'est pas une philosophie du soi, mais une philosophie sociale. Pierre Vesperini remet ainsi en cause les lectures de Pierre Hadot et de Michel Foucault et nous donne un éclairage très nouveau et original sur les anciens. Prix Jules Janin, Madame Claire de Oliveira, pour sa traduction de La Montagne magique de Thomas Mann. Ce roman, œuvre d'un des plus grands esprits européens, fut mal traduit en 1931. Il est maintenant bien traduit et l'Académie est heureuse de couronner un travail sans doute coûteux en temps et en effort au service d'un chef-d'œuvre trop longtemps négligé. Prix Émile Faguet, Messieurs Pierre Masson et Jean-Pierre Prévost pour André Gide d'Oscar Wilde, deux immoralistes à la Belle Époque. C'est une très bonne enquête sur les rapports complexes entre les deux écrivains. Comment et combien de fois ils se sont rencontrés, quelle influence capitale a exercé Wilde sur Gide, comment l'opinion de ce dernier sur Wilde a évolué au cours des années. Tout cela est raconté et expliqué avec précision. Lumière est faite sur un chapitre important de l'histoire littéraire et morale du début du XXe siècle. Prix Louis Barthou, M. François Cereza pour Poupe. Poupe est le nom affectueux que François Cereza et sa sœur donnaient à leur père, dont l'écrivain nous livre ici le beau portrait. Tout sonne vrai dans ses réminiscences. On ne chante jamais aussi juste que dans les branches de son arbre généalogique, disait Cocteau. La formule trouve ici son plein sens. Prix Anna de Noailles, Madame Natacha Apana, pour Tropique de la violence. Ne t'endors pas, ne te repose pas, ne ferme pas les yeux, ce n'est pas terminé, il te cherche. Cette adresse anxieuse, ce ton haletant, c'est toute la manière de ce livre, œuvre puissante et tragique, plongée dans l'enfer d'une jeunesse livrée à elle-même sur l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien. Il m'a fallu, dit-elle, 5 ans pour me débarrasser de tous les faux semblants et trouver le ton juste pour raconter cette histoire. Prix François Mauriac, Monsieur Jean-François Roseau pour La chute d'Icare. Sous une forme librement romanesque, l'auteur, âgé de 26 ans, raconte la vie héroïque d'Albert Préziossi, jeune pilote de l'armée française, qui parmi les tout premiers gagna Londres en 1940, puis combattit sur le front russe où il fut porté disparu. Le livre, bien documenté, porte en lui un véritable souffle romanesque. Prix Georges Dumézil, Monsieur Louis-Jean Calvé, pour La Méditerranée, mère de nos langues. Louis-Jean Calvé retrace ici plus de 1000 ans, 3000 ans de l'histoire linguistique de l'espace méditerranéen à travers les contacts, les conflits et les échanges entre les mondes latins, byzantins et musulmans. Il tente de construire une méthodologie globalisante par une passionnante approche pluridisciplinaire qui associe les points de vue de la sociolinguistique, de l'écologie des langues et des politiques linguistiques. Prix Roland de Jouvenel,
M. Stéphane Lambert pour Avant Godot. Stéphane Lambert raconte comment Beckett s'est arrêté dans les musées de l'Allemagne nazie devant 2 tableaux de Caspar David Friedrich, dont 2 hommes contemplant la lune, qui est entrée dans la Genèse en attendant Godot. Nombre de citations soutiennent l'étonnante et émouvante filiation ou croisement de vie. Prix Biguet, Révérend Père Michel Corbin pour la doctrine augustinienne de la Trinité. C'est un remarquable commentaire, presque linéaire, de chaque chapitre du De Trinitate, avec un regard comparatif sur le De Trinitate d'Hilaire de Poitiers. Il constitue l'accomplissement du parcours d'un grand théologien et savant connaisseur de la pensée médiévale qui mérite largement une récompense. Prix Pierre Benoît, M. Stéphane Malter pour La Grande Guerre de Pierre Benoît. L'anthologie de l'expérience de guerre de Pierre Benoît est précédée d'une importante introduction qui rappelle en détail et chronologiquement ce qu'a vécu le jeune écrivain, sa mobilisation dans un régiment béarnais, la longue marche jusqu'à Charleroi et son repli jusqu'aux alentours de Provins, l'expérience des tranchées à Craonne et au chemin des Dames. Ces précisions permettent non seulement de suivre dans les lettres le quotidien de ceux qui sont au feu, mais de lire aussi en arrière-plan des romans et des quelques nouvelles qui terminent l'ouvrage, l'écho plein de gravité de ce traumatisme de 14. Prix Jacques Lacroix, M. Christian Laborde pour La cause des vaches. Il s'agit d'un essai vigoureux, voire pamphlétaire, pour dénoncer le calvaire que nous affligeons, en particulier aux vaches, à l'heure où l'animal cesse d'être un animal pour ne devenir qu'une machine à lait et à viande. Un magnifique plaidoyer. Prix d'histoire. Prix Guizot, M. Pierre-François Souiri, pour Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui. Pierre-François Souiri, professeur d'histoire japonaise à l'Université de Genève, porte un regard subtil, original, éclairant sur la modélisation du Japon, où l'on découvre qu'elle a commencé plus tôt qu'on ne le croit d'ordinaire et dans un autre état d'esprit. Médaille du prix Guizot, M. Dominique Julia pour Le voyage au sein, les pèlerinages dans l'Occident moderne, 15e, 18e siècle. L'auteur retrace la longue histoire du pèlerinage et insiste sur quelques parcours, tels Saint-Jacques de Compostelle, à la fois traditionnels et modernes. Son ouvrage, passionnant, jette un éclairage précieux sur les pratiques religieuses de l'Europe et sur les inquiétudes spirituelles de nos contemporains. Prix Thiers, M. Patrick Barbier, pour Voyage dans la Rome baroque, le Vatican, les princes et les fêtes musicales. En étudiant pour la première fois la vie musicale à Rome pendant les siècles baroques, sous un angle à la fois musical, politique et économique, Patrick Barbier met parfaitement en lumière un aspect trop peu connu de la Rome des XVIIe et XVIIIe siècles. Prix Eugène Colas, Madame Fanny Causandet, pour Le rang, préséance et hiérarchie dans la France d'Ancien Régime. Fanny Causandet aborde le thème du rang et de la préséance sous un jour nouveau, faisant ressortir l'influence des critères d'ancienneté de la charge, de grade, de titre et de sexe. Il en ressort que sous l'Ancien Régime, la femme possédait un rang plus important que de nos jours. Médaille du prix Eugène Colas,
M. Dominique Khalifa, pour la véritable histoire de la Belle Époque. Dans un ouvrage aussi original et savant qu'agréable à lire, Dominique Khalifa étudie toutes les formes, mémoire, exposition, cinéma et autres, de la représentation de l'idée de Belle Époque. Son livre inaugure un type de recherche très prometteur, axé sur les expressions destinées à dénommer une période. Prix Eugène Carrière, M. Michel Hockmann, pour Colorito, la technique des peintres vénitiens à la Renaissance. Dans un ouvrage d'une grande nouveauté et d'une érudition impeccable, Michel Hockmann pose au sujet des couleurs utilisées par les peintres vénitiens de la Renaissance des questions inhabituelles sur leur fabrication, leur prix, sur l'origine des pigments, sur le choix des couleurs décidées par le peintre ou imposées par le commanditaire. Prix du maréchal Foch, M. Gérard Chaliand, pour « Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental ». Le géopoliticien Gérard Chaliand analyse avec justesse et lucidité le renversement stratégique qui s'est opéré entre les victoires coloniales des Occidentaux, pourtant inférieures en nombre, et l'échec de leurs armées suréquipées, technologiquement supérieures, dans tous les conflits contemporains, du Vietnam à la Syrie. Prix Louis Castex, partagé entre Messieurs Stéphane Demilly et Sylvain Champonois pour Henri Potez, une aventure industrielle, et Madame Nastasia Martin pour Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska. Le premier de ces ouvrages est la biographie d'un ingénieur et industriel qui traversa le XXe siècle et y joua un rôle si important, y compris politiquement, que son histoire s'identifie non seulement avec celle de l'aviation, mais aussi avec celle de la France. Le livre de Nastasia Martin, anthropologue, est le fruit de 2 ans passés avec les Gwikin d'Alaska, dont la vie est fondée sur un rapport direct à la nature et qui font face aux bouleversements provoqués par le réchauffement climatique avec une faculté d'adaptation à l'éternelle métamorphose du monde qui pourrait nous servir de leçon. Prix Monseigneur Marcel, M. Florent Libral pour Le soleil couché, rhétorique sacrée et optique au XVIIe siècle en France. Dans un ouvrage de synthèse qui fera date, Florent Libral examine la problématique à la fois théologique, philosophique, rhétorique et artistique de l'optique comme image du monde et de son créateur, au moment où la science de l'optique est en train de changer de rôle dans les études de Galilée et de ses disciples. Médaille du prix Monseigneur Marcel, Madame Édith Garnier, pour Guillaume du Bellay, l'ange gardien de François Ier. Vu pour la première fois de face, alors qu'il paraît d'ordinaire dans des travaux sur Rabelais ou François Ier, et passe derrière son frère Jean du Bellay, Guillaume du Bellay est présenté dans cette biographie comme celui qui définit pour longtemps la politique étrangère de la France et qui contribue fortement à la centralisation de l'État. Prix Diane Potier-Boès, M. Michel Kaplan pour Pourquoi Byzance ? Un empire de 11 siècles. Ce livre est tout à la fois une histoire de Byzance, une explication politique, religieuse, géographique, culturelle de cette histoire et une réflexion sur ce que l'Europe doit à Byzance en matière de civilisation et de droit. Un travail remarquable d'érudition, mais aussi de qualité d'écriture. Prix François Millepierre, Madame Marie-Françoise Passelez
pour les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondances épiscopales, 2e, 3e siècle. Recherche originale et concrète sur les fonctions réelles des premiers évêques chrétiens, sous la forme d'un dossier précis, érudit et objectif de leurs relations épistolaires. Prix Augustin Thierry, Madame Juliette Sibon pour Chasser les Juifs pour régner, les expulsions par les rois de France au Moyen Âge. En traçant l'histoire de l'expulsion des Juifs par les rois de France durant 3 siècles, mais aussi celle de leur rappel pour raisons économiques, Juliette Sibon soutient que ces décisions contraires contribuent activement à la construction de la monarchie et du royaume. Prix de soutien à la création littéraire, prix Henri de Régnier, M. Cierge Héroldi, après Rose Hanoï. Ce livre merveilleusement décousu est un étonnant voyage de couleurs vues dans des paysages, des tableaux, et de couleurs lues chez les écrivains, les ethnologues. Par les couleurs qui ressurgissent de la mémoire de l'auteur, l'émotion rejoint l'ivresse. Prix Amique, Madame Isabelle Spark, après Une allure folle. Isabelle Spark poursuit avec ce livre le douloureux retour vers sa mémoire familiale. Elle brode de déchirantes variations autour des portraits de sa grand-mère et de sa mère, avec une élégance lointaine et blessée, dans une écriture subtile et douce. Prix Motard, M. François Garde, après L'Effroi. François Garde raconte ici l'histoire d'un altiste qui, lorsqu'un chef d'orchestre, monté sur son estrade au début d'un concert au Palais Garnier, fait le salut nazi, quitte la fosse, suivi de tout l'orchestre. Commence alors une nouvelle vie pour celui qui devient célèbre comme l'homme qui a dit non. Les lauréats des prix de fondation sont désormais invités à se lever tous ensemble et nous leur rendrons hommage en les applaudissant. La parole est à Madame le secrétaire perpétuel pour son discours sur d'Alembert et l'Académie française. L'Académie française a toujours accueilli des hommes de science. Au XVIIIe siècle, Fontenelle, Maupertuis, Buffon, Condorcet et Brilly. Mais aucun n'y aura joué un rôle aussi éminent que d'Alembert, dont nous célébrons aujourd'hui, à quelques jours près, le tricentenaire de la naissance, et qui fut l'une des plus remarquables figures du siècle des Lumières. D'Alembert est une curiosité du monde de l'Académie française, où la naissance et le statut social comptaient tant. C'est un enfant trouvé, comme d'ailleurs 2 autres académiciens de la même époque, Chamfort et l'abbé Delille, de quoi ébranler quelques préjugés. D'Alembert fut abandonné par sa mère, Alexandrine de Tencin, sur le parvis de l'église Saint-Jean-le-Rond. C'est d'ailleurs l'origine de son patronyme Jean le Rond. Contrairement à Madame de Tencin, qui ne voulait pas s'encombrer d'un enfant naturel, son père Louis des Touches, lieutenant général d'artillerie, s'il ne le reconnut pas, prit soin de l'enfant. Il le plaça chez une nourrice aimante, pourvut à son entretien, se préoccupa de son éducation et lui assura une rente de 1200 livres. En dépit de l'affection qu'il porta toujours à sa nourrice et des attentions de son père, d'Alembert garda pour la vie une profonde amertume de son état. Il était sans père, sans appui et sans fortune, comme le disait Grimm. Il se sentira toujours différent des autres, exclu de la société.
et il en conclura qu'il ne devra compter que sur lui-même et sur son seul mérite. Pourtant, grâce à son père, son éducation fut très soignée. Il entra à 12 ans dans l'établissement le plus prestigieux de Paris, le Collège des Quatre Nations, en ce palais Mazarin où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce collège disposait, et il était seul dans ce cas, d'une chaire de mathématiques, ce qui contribuera peut-être à orienter les goûts de Jean Leron. Après le collège, il hésita entre le droit et la médecine, puis il décida de se consacrer aux mathématiques. Il s'attribua alors un nom d'Alembert, nom qui ne devait à personne et qui lui appartenait d'illustrer. L'Académie des sciences va élire, à l'âge de 23 ans, celui que l'on reconnaît déjà comme un géomètre de génie. Maupertuis, que l'on appelle le Galilée du siècle, impressionné par ses dons exceptionnels et qui était ému par son abandon, décida de l'introduire dans le monde. Il lui ouvrit les salons qu'il fréquentait, salons prestigieux dont les hôtesses se nommaient Madame Geoffrin et la marquise du Défend. La seconde s'attacha à l'enfant trouvé. Elle lui porta un amour maternel et pour l'aider à trouver sa place dans le monde, elle l'initia aux usages et aux codes d'une société qu'il ignorait. Le sublime géomètre fut très vite adopté de tous, car sa gaieté juvénile, ses dons d'animateur, sa verve satirique séduisaient la compagnie rassemblée par la marquise. Nul n'imaginait que derrière cette façade joyeuse se dissimulait un esprit malheureux, hanté par le sentiment d'abandon, et qui éprouvait un besoin constant d'affirmer sa valeur et son indépendance d'esprit. Cela explique que par moments le joyeux géomètre devenait un convive arrogant et ombrageux. En 1748, il se lance avec Diderot, qu'il a rencontré peu auparavant, dans une incroyable entreprise intellectuelle, l'encyclopédie. Il délaisse alors l'Académie des sciences pour ce travail considérable. Le premier volume de l'encyclopédie, publié en 1751, était précédé d'un discours préliminaire qu'il a rédigé et qui lui apporte d'emblée une gloire tout autre que celle qu'il avait connue jusqu'alors. Le géomètre était apprécié des scientifiques et connu dans leur milieu, alors que le discours est celui d'un écrivain, d'un homme de lettres, ce qu'il avait toujours rêvé d'être. Toute la société y applaudit. Le grand monde s'intéresse alors aux belles lettres et reconnaît le géomètre sublime comme un écrivain sublime et philosophe. Mais pour la cour et l'Église, la philosophie a mauvaise presse. Le discours préliminaire les scandalise. L'année suivante, lorsque paraît le deuxième volume de l'encyclopédie, le Conseil du roi interdit les 2 volumes. Malesherbes et Madame de Pompadour, qui étaient acquises aux idées nouvelles, auront bien du mal à sauver l'encyclopédie d'une suppression définitive et d'Alembert des foudres du pouvoir. Mais l'entreprise elle-même resta sous surveillance. Peu après, d'Alembert publie l'essai sur les gens de lettres, les grands et les mécènes. Brulot, dont le caractère agressif provoque un nouveau scandale et lui attire de nombreuses inimitiés. Dans ce pamphlet, il reproche aux gens de lettres leur obséquiosité, leur servilité à l'égard des grands. Mais il accuse les grands de s'attribuer à un magistère sur les lettres, les arts et les sciences que rien ne justifie, et il n'accorde pas davantage de considération aux mécènes qui ne protègent, écrit-il, que les médiocres et les petits talents. Les relations entre les grands et les gens de lettres conduisent, conclut-il, à une impasse. L'esprit des grands n'en est pas enrichi et les hommes de lettres s'avilissent pour leur plaire. Pour sortir de ce piège, les gens de lettres doivent ignorer les grands et poursuivre un idéal que résument 3 mots, liberté, vérité, pauvreté. Cet essai sera compris pour ce qu'il était, un manifeste, celui d'une nouvelle aristocratie, celle de l'esprit, du parti des philosophes. C'est aussi un code moral proposé à cette élite qui ne doit plus compromettre son idéal, ni disperser ses dons. Peu importe à d'Alembert les critiques et les interdits qui pleuvent sur lui. Au demeurant, c'est un homme de contradiction. Il prêche le mépris des honneurs et des dignités, mais il collectionne les dignités académiques. L'Académie des sciences en 1740, celle de Berlin en 1746, de Londres en 1748, et en 1754, son regard se tourne vers l'Académie française, alors même qu'il a écrit à Madame du Défend l'année précédente « On n'est point de l'Académie, mais on est Quaker,
et on passe chapeau sur la tête devant l'Académie et devant ceux qui en font partie. Mais il brûle de s'y présenter, et à 3 reprises, Madame du Deffand mobilise tous ses amis pour assurer le succès de son protégé. D'Alembert sera finalement élu, mais son élection fut difficile et peut-être même douteuse. S'il a obtenu une majorité des voix, au scrutin en boule qui suit, il a recueilli 6 boules noires, alors que 3 boules noires de plus l'auraient exclu à jamais de l'Académie. Or, La Harpe affirmera en 1783, dans la correspondance littéraire publiée par Grimm, et qui est lue avec passion par toute l'Europe lettrée, je le cite, qu'il y avait un nombre de boules noires plus que suffisant pour l'exclure, si Duclos, alors secrétaire perpétuel, n'eût pris sur lui de les brouiller, en disant qu'il y avait autant de boules blanches qu'il y fallait. Que vaut ce propos? La Harpe était mauvaise langue. On ne peut donc lui faire totalement crédit. Il reste que l'opposition à l'élection d'Alembert était forte à l'Académie, et on en comprend les raisons. D'Alembert était certes célèbre, mais pour une compagnie peuplée en majorité de dévots, sa célébrité était de mauvais aloi. Les dévots le tenaient pour responsable de l'encyclopédie tout autant que du discours préliminaire. Il était donc pour eux le représentant d'une secte, celle de l'impiété, le diable en quelque sorte. Mais aussi son essai lui a aliéné les grands, nombreux à l'Académie, et les gens de lettres, nombreux aussi, et peu satisfaits des exigences morales qu'il entend leur imposer. Dans son discours de réception, d'Alembert tenta d'apaiser les esprits, mais il le fit de manière ambiguë. Il brandit le drapeau de la philosophie tout en proclamant que la religion doit aux lettres et à la philosophie l'affermissement de ses principes. Et s'il évoque la protection du roi, c'est pour souligner que ce qu'il protège, c'est la liberté des lettres, propos difficilement acceptable pour Louis XV. L'élection à l'Académie a transformé d'Alembert. C'est un homme nouveau. D'abord parce qu'elle est à ses yeux la plus prestigieuse de toutes les académies, et aussi parce qu'il est fasciné par le principe inscrit dans les statuts par Richelieu, l'égalité de tous les membres de la compagnie. Pour l'enfant trouvé, ce principe qui n'existe nulle part ailleurs, il le répétera toujours, est l'assurance d'être l'égal de tous et d'être reconnu pour ses seuls mérites. Dès lors, il va se consacrer pleinement et pour toujours à l'Académie française. Il fréquente peu l'Académie des sciences et abandonne dès 1758 l'encyclopédie. Il repoussera aussi les offres royales les plus flatteuses, la présidence de l'Académie de Berlin que Frédéric II lui proposera obstinément, puis l'invitation de Catherine II à se charger de l'éducation de l'héritier du trône de Russie qu'il refuse, même si elle lui dit qu'il pourrait ainsi transformer les mentalités et donc le destin de tout un peuple. Quelle perspective pour un philosophe! Toujours impécunieux, d'Alembert accepte cependant la pension que lui alloue Frédéric II et la nomination à l'Académie des sciences de Russie qu'il obtient de l'impératrice. Et la lettre si admirative que lui adressa la Sémiramis du Nord sera lue à l'Académie et transcrite sur ses registres. On retrouve ici l'attitude ambiguë de d'Alembert devant les honneurs. Il prétend se reposer sur ses seuls mérites, mais il veut aussi que les louanges qui lui sont prodiguées par les grands aient un retentissement public. Lorsque d'Alembert fut élu à l'Académie, celle-ci se languissait, et sa réputation était loin d'être aussi prestigieuse qu'il le croyait. Les dévots et les grands y étaient fort nombreux, alors que les philosophes étaient isolés. Montesquieu, Voltaire, Buffon, Duclos, qui sera élu au secrétariat perpétuel en 1755, peinent à imposer leurs semblables et leurs idées. Grimm a résumé ainsi cette situation. Chez ces messieurs, les 40, on ne lit plus rien. On lit des choses si médiocres que le public meurt d'ennui à ces assemblées. Enfin, cette année est venue ni pièce à couronner, ni pièce à lire, et l'Académie est restée fermée. Cette période lui fait peu d'honneur. Les philosophes, conscients du discrédit de la compagnie, vont s'employer à la sauver. Duclos s'attache avec succès à faire élire des proches. Il remet aussi les académiciens au travail et d'Alembert va prendre alors à ses côtés la tête du combat pour rendre son lustre à la compagnie. Il mit à son service toute sa puissance de travail, qui était considérable. Il s'offrit à faire les lectures lors des séances publiques, qui retrouvèrent ainsi très vite leur prestige.
À partir de 1760, d'Alembert assure près de la moitié des lectures. Il se sert aussi des séances comme d'une tribune pour diffuser les idées des philosophes. L'opinion, sensible au talent de l'orateur, à la vivacité du discours, à la force de ses convictions, le suit et se convainc que le parti philosophique dont d'Alembert est avec Voltaire le plus illustre porte-parole est la force vive de l'Académie. Voltaire étant absent, c'est d'Alembert qui incarne réellement alors cette image restaurée de l'Académie. Mais les adversaires de la philosophie ne baissent pas pavillon pour autant, et leur opposition durera des années. En 1760, c'est à l'Académie même qu'un nouvel élu, Lefranc de Pompignan, dans son discours de réception, fait l'éloge contre les philosophes du sage vertueux et chrétien. Ce fut un triomphe public et le roi trouva le discours excellent. Un mois plus tard, à la Comédie Française, Palissot, dans sa pièce Les philosophes, ridiculise ces derniers et les traite même de fiefs et coquins. On y voit même Rousseau traverser la Seine à quatre pattes, en mangeant de l'herbe. La ville et la cour applaudissent cette charge contre les philosophes qui sont effondrés et incapables de s'unir pour y répondre. C'est d'Alembert qui réagit avec violence. Il veut mobiliser Voltaire. Il lui écrit « Les protecteurs femelles déclarés de cette pièce sont mesdames de Villeroy, de Robec et du Défend, votre amie est ci-devant la mienne. Ainsi la pièce a-t-elle pour elle des putains en fonction et des putains honoraires. » En traitant sa protectrice, Madame du Défend, de putain honoraire, d'Alembert achève de ruiner une relation à laquelle il doit sa situation sociale. Relation qui est fort dégradée, on y reviendra. En 1766, nouvelle épreuve, liée à la condamnation pour blasphème du chevalier de la Barre, coupable de n'avoir pas enlevé son chapeau au passage du Saint-Sacrement. La sentence prévoyait, étrangement, qu'après un atroce supplice, langue et tête coupée, les restes du chevalier de la Barre seraient brûlés en compagnie du dictionnaire philosophique de Voltaire. Les philosophes furent épouvantés. L'autodafé du dictionnaire ne les désignait-il pas comme complices ou instigateurs du crime du chevalier ? D'Alembert en appela alors à Frédéric II, le priant de donner asile à tout le clan. Mais le roi philosophe était partagé. Il n'aimait pas que l'on critique le pouvoir établi. Il accepta finalement d'accueillir une colonie de philosophes à Clèves, à condition que ceux-ci s'engagent à, je le cite, ménager ceux qui doivent être ménagés et observer de la décence dans leurs écrits. On comprend que le projet ait fait long feu. Diderot ne voulait pas quitter Sophie Volant et d'Alembert répondit « Vous voulez savoir si j'irai m'établir en Prusse ? Non. Ni ma santé, ni mon amour pour l'indépendance, ni mon attachement pour mes amis ne me le permettent. » La vraie cause du refus d'Alembert est là, dans l'attachement, c'est-à-dire l'amour passionné, qu'il porte à Julie de Lespinasse. La belle Julie était entrée dans sa vie en 1754. Il l'a rencontrée dans le salon de Madame du Défend, dont elle était alors la demoiselle de compagnie. D'Alembert tomba sous son charme, il admirait son esprit, et surtout, il se pensait de la même famille qu'elle, celle des enfants naturels. Il écrit « Tous deux sans parents, sans famille, ayant éprouvé dès le moment de notre naissance l'abandon, le malheur et l'injustice, la nature semble nous avoir mis au monde pour nous chercher et nous trouver. » Fut-il l'amant de Julie ? Nul ne peut le dire, car la vie intime de d'Alembert reste un mystère. On l'a dit insensible au plaisir de la chair, ça c'est Rousseau. On a insinué qu'il était giton, ce sont les rapports de police. Mais on sait qu'il porta à Julie un amour passionné, probablement platonique, mais qui dura jusqu'à la mort de celle-ci. Ce qui importe pour notre propos est que Julie prit une place grandissante dans le salon de Madame du Défend, y attirant de nouveaux visages, encourageant une conversation plus philosophique que celle de la marquise. Avec Julie, on y parle réforme, liberté, constitution. Et lorsque Madame du Défend découvrira que Julie tenait chez elle une sorte de salon parallèle dont son protégé d'Alembert était le pilier, elle cria à la trahison et chassa Julie de chez elle. Mais celle-ci prit sa revanche sans tarder. Soutenue par les amis de Madame du Défend, elle ouvrit son propre salon qui devint en peu de temps un des hauts lieux de la conversation. D'Alembert y régnait, entouré des philosophes.
Le salon de Julie était aussi la plus sûre voie d'accès à l'Académie. Quelle défaite pour Madame du Deffand, dont le salon commence alors à décliner. Cependant, en 1769, ce fut pour d'Alembert une année noire. Sa santé était très compromise, il ne cessait de s'en plaindre, et ses rapports avec Julie devinrent difficiles. Il déplorait sa mélancolie, ses sauts d'humeur, la difficulté à vivre auprès d'elle, et il ne comprenait pas pourquoi. Et surtout, il est alors confronté à une épreuve inattendue. Le rêve de d'Alembert, texte de Diderot, suite de dialogues rassemblant Julie de Lespinasse, un médecin, et lui-même. Diderot a écrit à ce sujet à Sophie Voland. Cela est de la plus haute extravagance et tout à la fois de la philosophie la plus profonde. Il y a quelque adresse à avoir mis mes idées dans la bouche d'un homme qui rêve. Il faut souvent donner la sagesse l'air de la folie afin de lui procurer ses entrées. Julie, qui apparaît dans l'entretien précédant le rêve comme la maîtresse de d'Alembert, s'indigna et exigea de lui qu'il impose à Diderot de brûler ce rêve inacceptable. Diderot feignit d'acquiescer, mais en réalité, il en montra à d'Alembert une version corrigée et conserva l'original qu'il publiera en 1782. D'Alembert en fut bouleversé et on le comprend. En matière de religion, d'Alembert est un sceptique, un spinoziste modéré, adversaire éclairé des jésuites et des jansénistes. Il partage avec Voltaire un déisme raisonnable, tandis que Diderot est un athée convaincu. D'Alembert est aussi un académicien respecté et influent. Or, le rêve que lui prête d'Alembert le dépossède de lui-même, le réduit à être que lui prête Diderot, le dépossède de lui-même, le réduit à être un double de Diderot et surtout à être le porte-parole de ses idées. D'Alembert sombre alors dans la dépression et écrit à Voltaire que son imbécilité continue et l'empêche de travailler et d'écrire. Les exigences inattendues de l'Académie des sciences, dont il était si éloigné, vont contribuer à son désarroi. Cette année-là, ses confrères scientifiques l'élisent directeur, ce qui requiert sa présence et du travail. Tout commença bien qu'il put y faire élire le marquis de Condorcet, un mathématicien éblouissant qu'il protège et admire. Mais ce succès fut suivi de 2 échecs qui l'affectèrent. Le premier est lié à l'organisation de l'Académie des sciences, qui compte alors plusieurs catégories d'académiciens, dont certaines n'ont pas le droit de vote. Membre d'une académie qui ne reconnaît que des égaux, d'Alembert voulut étendre ce principe à l'Académie des sciences. Le débat fut vif et d'Alembert échoua à convaincre une académie effrayée par un projet égalitaire et soutenue dans son conservatisme par le roi. Autre échec plus personnel encore, d'Alembert, spécialiste de la résistance des fluides, fut critiqué par un mathématicien militaire de son état, le chevalier de Borda. Celui-ci prétendit que les équations des fluides présentées par d'Alembert reposaient sur une hypothèse fausse et il présenta à l'Académie des sciences un mémoire contestant les hypothèses de son prestigieux aîné. L'Académie parut convaincue. D'Alembert, dont on connaît la susceptibilité, ne supporta pas cette mise en cause de son génie. Et comme il l'avait fait 10 ans plus tôt, il décida de ne plus travailler que pour l'Académie française. À cette époque, elle est acquise aux philosophes. Marmontel, Condillac, Saint-Lambert sont venus grossir ses rangs. Même l'élu le plus récent, l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, dont Morlet dit dans ses mémoires qu'il est très religieux mais qu'il ne croit pas en Dieu, penche vers le clan philosophique. D'Alembert se dépense alors sans compter pour l'Académie et il supplée volontiers Duclos, souvent absent. Lorsqu'en 1772 celui-ci disparaît, d'Alembert fait figure de favori pour sa succession. Les philosophes font campagne pour leur candidat. Mais comme pour son élection à l'Académie en 1754, l'affaire ne va pas de soi. Ce ne sont plus les dévots qui s'inquiètent de cette candidature, car ils ont perdu la majorité, mais la cour et l'Église. Peu auparavant, un discours de la harpe, prononcé dans le cadre d'un concours de l'Académie, a mis le feu aux poudres. Le chancelier de Maupeou, grand ennemi de la compagnie, et les archevêques de Paris et de Reims se sont plaints au roi de ce qu'ils qualifient de manifestation d'irréligion. Le Conseil du roi le suit et rappelle à l'Académie le règlement de 1761 qui l'oblige à soumettre tous les discours à une commission de théologiens.
L'indépendance de la parole académique était par là même supprimée. L'Académie se soumit et décida de ne pas élire la Harpe à leur candidat. Mais elle compensa cette faiblesse en se mobilisant pour une cause qu'elle jugeait combien plus décisive pour son avenir, l'élection de son secrétaire perpétuel. Le maréchal de Richelieu, membre de la Compagnie depuis 1720, grand manipulateur, prit la tête de l'opposition au clan des philosophes, se vantant d'obtenir du roi l'annulation de l'élection du géomètre et son exclusion si par malheur la Compagnie commettait l'erreur de le choisir. La Compagnie persista dans sa volonté de porter d'Alembert à sa tête. Julie de Lespinasse et les habitués de son salon s'engagèrent dans une campagne acharnée en sa faveur, et l'intéressé les aida par une petite faiblesse. Il demanda l'accord du roi à son éventuelle élection, ce qui était contraire aux règles de la Compagnie. Enchanté, le roi donna son accord à l'élection, et d'Alembert fut élu par 17 voix contre 10. Il y a peu encore dépressif, d'Alembert fut littéralement ressuscité par cette élection. Il s'empressa d'annoncer son nouvel état à Frédéric II, et il s'y voit sans réserve. L'Académie était pour lui, il l'a écrit, sa mère et sa femme. Propos singulier pour un homme que sa mère avait abandonné et dont les relations avec les femmes restent une énigme. Après, avec cette élection, d'Alembert embrassa aussi un autre rôle, un rôle politique. L'exercice du pouvoir lui convenait et il envahit son existence. Comme toujours, il y fait preuve d'une prodigieuse énergie. Il voulut tout tenir en main, tout contrôler, comme jamais ne le fit avant lui aucun secrétaire perpétuel. Il tenait lui-même le registre, rédigeait tous les procès-verbaux qu'il développa et qu'il complétait de pièces justificatives qu'il rassemblait. Bref, ce registre devint un chef-d'œuvre. D'Alembert exigea aussi de remplir la charge de directeur au premier trimestre de chaque année, contrairement aux usages qui en dispensaient le secrétaire perpétuel. Et il imposait son autorité dans les élections. Les doléances se multiplièrent alors au sujet du despotisme du sieur d'Alembert. Jusqu'à sa mort, Julie de Lespinasse participa à ce despotisme. Et Bachaumont affirme qu'elle ouvrait les portes de l'Académie à qui elle voulait, par son crédit sur le secrétaire. Le bureau d'esprit de Julie contribua en effet à faire élire Chastélux. Elle s'en vantera. Puis le maréchal de Duras, qui n'avait aucune référence littéraire à faire valoir, mais qui était un de ses proches, et l'archevêque d'Aix-Boisgelin, dont elle dira qu'elle lui devait d'avoir appris à parler et à penser. Le dernier protégé qu'elle réussit à faire élire en accord avec d'Alembert fut la Harpe. Après ses succès communs, d'Alembert renonça à pousser Condorcet et il se rabattit sur des candidats que la Harpe, ingrat et malveillant, qualifiera d'estropiés et de boiteux. D'Alembert ne se contente pas de dominer les élections. Son pouvoir tient aussi à son activité intellectuelle. Il reprendra l'œuvre de Fontenelle, achevant l'histoire de l'Académie française, et rédigera 72 éloges d'académiciens. Il truffait ses portraits d'anecdotes piquantes, de digressions philosophiques, de propos touchants aussi. Et les lectures qu'il en faisait à l'Académie enchantaient ses auditeurs. Tous le louaient, à l'exception de la Harpe, toujours ingrat, qui se répandait en propos venimeux. Il disait des petites idées communes, de vieilles anecdotes rajeunies. Homme de pouvoir, d'Alembert avait aussi les yeux fixés sur la cour. Louis XV disparut, l'Académie espéra que son successeur Louis XVI serait un protecteur plus libéral et bienveillant. Sans doute le jeune roi ne s'intéressait-il pas aux lettres autant qu'aux sciences, et l'Académie ne savait pas encore qu'à ses côtés son frère le comte de Provence va lui vouer une animosité puissante, allant jusqu'à dire que s'il était sur le trône, il supprimerait l'Académie. Mais le règne commença bien. Louis XVI appela l'encyclopédiste Turgot à ses côtés, et d'Alembert crut alors que la philosophie était au pouvoir. Puis, l'entrée de Malesherbes au gouvernement renforçant ses illusions, d'Alembert proposera ses services à ses amis. Mais le renvoi de Turgot mit fin à ce projet, et d'Alembert en rendit les gens d'église responsables. Madame du Défend s'était vivement indignée de ces nominations, et elle avait accusé d'Alembert et Julie de les avoir suggérées. Son salon retentit alors des échos de son mécontentement. Au même moment, d'Alembert vit un drame personnel, la mort de Julie de Lespinasse le 23 mai 1776.
Il avait accompagné ces derniers jours avec une tendresse infinie. Et en triant les papiers de la morte, il découvrit la trahison de Julie. Julie, qu'il avait adorée, avait aimé 2 autres hommes. Il se plaint auprès d'elle qui ne peut l'entendre. Cruel et malheureux ami, il me semble qu'en me chargeant de l'exécution de vos dernières volontés, vous avez voulu ajouter à ma peine. J'ai ainsi appris que depuis 8 ans au moins, je n'étais plus le premier objet de votre cœur, malgré toute l'assurance que vous m'en avez donnée. D'Alembert a-t-il pu ignorer l'infidélité de Julie? À son malheur s'ajoutera la perte d'une autre amie et protectrice, Madame Geoffrin. Mais cette fois-ci, d'Alembert ne sombre pas dans la dépression. Julie disparut, il a quitté leur domicile commun pour s'installer dans l'appartement que l'Académie met à la disposition de son secrétaire perpétuel. Ce logis, situé dans un angle de la cour du Louvre, était inconfortable et sinistre. Pourtant, il va rapidement devenir le dernier salon à la mode où toute l'Europe se presse. Le prince héritier de Russie le visite sous le nom de comte du Nord. Joseph II, caché sous le nom de comte de Falkenstein, vient aussi lui demander conseil. Des ambassadeurs, des étrangers de passage, des savants, des hommes de lettres, des femmes en vue, comme la duchesse de Noailles, tous accourent auprès de d'Alembert. Et Grimm commente « Il est le chef visible de l'illustre église dont Voltaire fut le fondateur », tandis que le comte de Ségur déclare « Nous préférons un mot d'éloge de M. d'Alembert à la faveur la plus signalée d'un prince. » D'Alembert écrit alors à Frédéric II que seuls les souverains français ignorent les philosophes et le bien qu'ils pourraient retirer de leur relation avec eux. Les dernières années de la vie d'Alembert sont difficiles. Après la mort de Julie, seul de Voltaire lui a porté un coup terrible. Il se sent seul face au fanatisme. Comment le combattre et faire triompher la raison sans Voltaire? Ses forces déclinent et il prend conscience avec tristesse du paysage intellectuel qui se dessine sous ses yeux. Certes, il dispose encore d'un grand pouvoir dont il use sans hésiter. Son prestige est immense, sa gloire est sans partage. L'encyclopédie a partout droit de citer, et les défauts s'adoucissent. Même son vieil ennemi Palissot lui tend la main, mais d'Alembert la repousse. Il est d'autant moins disposé à composer avec ses adversaires qu'il voit monter une génération qui menace sa royauté et tout ce en quoi il a cru. Les encyclopédistes étaient convaincus que le verbe, l'écrit, pouvait changer le monde. Le génie littéraire et les sciences étaient pour eux les armes qui fonderaient l'empire de la raison et les lois. Mais la situation a changé. Les grands salons, lieux stratégiques des idées philosophiques, disparaissent les uns après les autres. Et l'opinion commence à douter de la sagesse des philosophes. La génération qui monte, celle des Condorcet, des Brissot, des Mirabeau, n'entend plus se contenter des bonheurs de la conversation et des joutes théoriques. C'est l'action qui les tente. Tout témoigne du fossé qui se creuse entre la génération d'Alembert et celle des successeurs qui découvrent leurs ambitions et opposent leurs projets concrets à la magie du verbe. La République des lettres est encore là, mais pour peu de temps. La Révolution se profile déjà. D'Alembert abandonnera le combat avant même que la mort n'arrive, le 29 octobre 1783. Il l'accueillera avec fermeté, conservant ses habitudes, sa foi dans les Lumières et son scepticisme. Il s'arrangera pour mourir sans désobliger le curé de sa paroisse, mais sans le voir. Voltaire et Rousseau l'ont précédé de peu dans la mort. Diderot le suivra quelques mois plus tard. Les lumières du siècle s'éteignent. Restent les œuvres. Celle de d'Alembert, partagée comme il l'était, entre ironie et fureur, aménité, sensibilité et passion partisane, reste le plus impressionnant témoignage d'un siècle tumultueux et génial, marqué par un bouillonnement intellectuel exceptionnel. Je vous remercie de votre attention. C'est un petit village d'Italie.
Il est construit sur une hauteur et la rude silhouette d'une tour médiévale le domine de ses murs aveugles. Sur une esplanade, une église baroque à fronton blanc sonne les heures et veille. De la rambarde de pierre qui borde le mail, on peut apercevoir à l'horizon la ligne bleutée du lac de Garde. Les cyprès dans ce pays ne sont pas préposés comme chez nous à la garde des morts. Ils sont plantés çà et là dans l'étoffe verte de la campagne, comme de joyeuses petites plumes sur un chapeau de feutre. On est en juin. La chaleur est intense. On sent qu'il se prépare quelque chose de terrible. Un orage, c'est certain, mais d'abord bien plus, une bataille. Car en cette année de 1859, la tragédie de l'indépendance italienne aborde son dernier acte. La scène s'ouvre sur l'ultime confrontation. D'un côté, l'Autriche-Hongrie, à qui le Congrès de Vienne a livré la Lombardie, Venise, et qui sert de protecteur à toutes les petites monarchies italiennes rétablies sur les décombres des républiques sœurs créées par Napoléon Ier. De l'autre, une coalition un peu hétéroclite formée autour de Victor Emmanuel, roi de Piémont-Sardaigne. Elle compte l'extravagant aventurier qu'est Garibaldi et un autre Napoléon, le troisième, allié sincère mais non dénué d'arrière-pensée, puisqu'il compte bien être payé de ses efforts en recevant la Savoie et Nice. L'Autriche recule. Elle a perdu plusieurs combats importants, dont celui de Magenta. Ses troupes se sont mises à l'abri de l'autre côté d'une rivière nommée le Mincio. Mais rien de décisif ne s'est encore produit. Le choc reste à venir. Il se prépare. Des forces formidables s'assemblent. Napoléon III arrive en train. Ce qui se déploie est déjà moderne. Pourtant, au moment suprême, il faudra bien en venir aux vieilles méthodes et se battre, au canon et au fusil d'abord, au sabre ensuite, à la baïonnette enfin, quand ce n'est pas au poignard. Dans la nuit du 24 juin, l'armée autrichienne reçoit de Vienne l'ordre de franchir le Mincio et d'avancer à la rencontre de l'ennemi. Les colonnes marchent dans l'obscurité. Les coureurs ne voient rien. Des unités françaises et autrichiennes se rencontrent par hasard. Des échauffourées éclatent, mais ce n'est pas encore la bataille. Le théâtre sur lequel évoluent les armées est large de 20 km. Il faut que l'assaut se concentre, que l'affrontement s'organise. 3 points, peu à peu, se révèlent stratégiques. Au nord, San Martino. Au sud, la plaine de Medole. Mais c'est au centre que tout se jouera dans notre petit village. Cette tour médiévale sera l'enjeu décisif. Qui en prendra le contrôle aura vaincu. La bourgade inconnue s'apprête pour son malheur à donner son nom à l'histoire. Elle s'appelle Solferino. La bataille s'engage. Elle est d'une violence inouïe. Le combat dure 15 heures. 15 heures dans la poussière, les explosions, les cris d'agonie. 15 heures pendant lesquelles se déchaîne par tous les moyens l'instinct de tuer. Pendant cette interminable journée, il n'y a qu'une vertu qui vaille, c'est la vertu guerrière. La vertu militaire issue de la vertus romaine qui tire son étymologie de vir, l'homme, c'est un terme masculin, la vertu des hommes au combat. Zarathustra le résume magistralement, il faut que la guerre soit sans merci et exempte de pitié. Les seules vertus sont la bravoure et la cruauté, l'audace, la ruse, l'intelligence, en un mot, la force. De ce point de vue, rien n'a changé depuis Rome, depuis la Grèce, depuis les pharaons, la préhistoire même. Des hommes armés attendent en tremblant. Devant eux, ils le savent, le crime a libre carrière. On peut les tuer et ils peuvent tuer. Leur conscience est pleine de terreur. Mais la vertu guerrière consiste à transcender cette terreur pour en faire quelque chose de plus grand. La souffrance s'efface derrière un but plus vaste qu'on appelle la victoire. L'individu doit oublier sa survie propre pour en tirer autre chose, la gloire, la reconnaissance de la patrie, un moment d'histoire.
La vertu guerrière consiste à introduire dans la violence et même le sordide du combat un idéal supérieur, celui de la bravoure, de l'obéissance et de l'héroïsme. Solferino ne manquera pas de scènes épiques qui exalteront cette esthétique de la guerre. Quelques exemples. Le colonel de Malville, sous le feu terrible de l'ennemi, à la ferme Casanova, saisit le drapeau du régiment et s'élance en criant « Qui aime son drapeau me suive ». Ses soldats, exténués de faim et de fatigue, privés de munitions, se précipitent à sa suite à la baïonnette. Une balle brise la jambe du colonel. Malgré de cruelles souffrances, il continue de commander en se faisant soutenir sur son cheval. Au mamelon de la tour de Solferino, le lieutenant Moneglia, des chasseurs à pied de la garde, prend à lui seul 6 pièces d'artillerie, dont 4 canons attelés, et commandé par un colonel autrichien qui lui remet son épée. Le lieutenant de Giselle, qui porte le drapeau d'un régiment de la ligne, est enveloppé avec son bataillon par des forces 10 fois supérieures. Atteint d'un coup de feu, il roule à terre en pressant contre sa poitrine son précieux dépôt. Un sergent se saisit du drapeau pour le sauver des mains de l'ennemi. Il a la tête emportée par un boulet. Un capitaine s'empare de la hampe, il est frappé lui aussi et teinte de son sang l'étendard qui se déchire. Tous ceux qui le portent, sous-officiers et soldats, tombent blessés tour à tour jusqu'à ce qu'un sergent-major le recueille tout mutilé et le sauve. Voilà ce que jusque-là, l'histoire retenait des batailles. L'institution militaire organisait un culte à ces étendards en lambeaux, gravait dans le marbre le nom des morts et des héros, décrivait leurs gestes de bravoure sous la forme de citations glorieuses. La guerre, en somme, s'arrêtait lorsqu'était connu le verdict du combat, défaite ou victoire. Ensuite, on passait à autre chose, la paix ou de nouvelles batailles. La vertu guerrière était un instant de gloire figé dans l'éternité de l'histoire. À Solferino, pourtant, tout va changer. L'instrument de cette révolution est un seul homme. Il se trouve là par hasard, ou presque. Il n'est pas venu sur le pied de guerre, mais dans une vieille diligence qu'il a louée à grands frais. C'est un homme encore jeune, natif de Genève. Il a dans le regard un je ne sais quoi d'absent qui peut être la marque d'une grande bonté comme le signe de la folie. Il a déjà à son actif plusieurs actions philanthropiques et figure notamment parmi les fondateurs du mouvement de jeunesse qu'on appelle YMCA. Mais dans le moment, ce Don Quichotte du bien poursuit d'autres moulins à vent, ceux qu'il veut construire en Algérie pour produire de la farine. Son nom est inconnu, il ne le restera pas, c'est Henri Dunant. Il n'est venu à Solferino que dans un seul but, rencontrer Napoléon III qu'il n'a pas réussi à voir en temps normal. Il se dit que la guerre, qui désorganise tout, lui permettra d'accéder à l'empereur et d'obtenir de lui un soutien décisif pour son projet de moulin au Maghreb. La bataille, Dunant va donc la rencontrer par hasard. D'ailleurs, elle est terminée quand il arrive sur les lieux et l'empereur est déjà reparti. Ce que Dunant découvre alors, c'est ce que l'histoire d'ordinaire ne montre pas. Ce n'est plus la vertu guerrière, c'est son lendemain. Il aborde un village qui se nomme Castiglione dell'Estiviere. Les rues y sont en pente, et en leur milieu s'écoule une rigole qui évacue d'ordinaire les eaux usées. Quelle n'est pas la surprise du jeune Suisse quand il découvre que le flot ce jour-là est rouge. C'est que dans les maisons qui bordent ces étroites ruelles, des blessés par centaines ont été recueillis. C'est leur sang qui teinte le pavé. Dunant monte jusqu'à la cathédrale. Les 3 nefs qu'éclairent des vitraux chatoyants sont remplies d'hommes agonisants. Ils sont couchés sur des lits de paille. Les plus horribles blessures suppurent dans la charpie et attirent la vermine. Les femmes du village se sont improvisées secouristes et tentent, sans moyen, de soulager ces malheureux. Dunant lui-même se lance à corps perdu dans des actions généreuses et maladroites. Il n'est ni médecin, ni infirmier, et ses connaissances en matière médicale sont à son image un peu singulières. C'est ainsi qu'il attribue au tabac
une grande efficacité pour soulager les agonisants. Il distribue des cigares aux mourants et déjà le corps médical, qui décidément ne comprend rien, tente de l'en dissuader. Son action ne se borne pas à Castiglione. Il sillonne les alentours, constate l'ampleur du désastre. Partout, dans les villages et sur les routes, des dizaines de milliers de blessés graves attendent une mort sans gloire. Faute d'ambulance, on évacue les malheureux sur des chariots brûlés par le soleil. À la fin du combat, un orage terrible s'est abattu sur le champ de bataille. C'est de la boue que l'on tire les corps vivants ou morts. Puis tout à coup, juin revient, cruel de chaleur. Le soleil dessèche tout, les peaux, les plaies, les lèvres des suppliciés. Dunant, pendant ces jours et ces nuits d'horreur, fera ce qu'il pourra, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais il regardera, il se souviendra et il écrira. À son retour, il va se faire le greffier de ces heures tragiques. Avant lui, Thucydide avait écrit la guerre du Péloponnèse, Jules César, la guerre des Gaules, et Froissart, la guerre de 100 ans. Tous avaient mis en scène la vertu guerrière, le combat, l'intelligence et la grandeur de la chose militaire. Dunant sera, lui, et pour la première fois, le mémorialiste du jour d'après. Son livre, Un souvenir de Solferino, est construit un peu à la manière du roman surréaliste de Raymond Roussel, Impression d'Afrique. D'abord, il parle des combats, il décrit les gestes héroïques, et c'est à lui, tout à l'heure, que nous avons emprunté quelques exemples de ces actions glorieuses. Mais ensuite, Dunant passe de l'autre côté de la scène et nous montre ce que les héros ont enduré après. La bataille est terminée, l'histoire écrite, les chefs déjà loin. Alors, Dunant s'écrie, je le cite, « Qu'était devenue cette ivresse profonde, intime, inexprimable, qui électrisait ce valeureux combattant d'une manière si étrange et si mystérieuse à l'ouverture de la campagne et lors de la journée de Solferino, dans les moments même où il jouait sa vie et où sa bravoure avait en quelque sorte soif du sang de ses semblables qu'il courait répandre d'un pied léger. » Et en effet, que reste-t-il de tout cela ? Des membres écrasés, des yeux crevés, des crânes défoncés, le cri des agonisants et des heures de souffrance à vivre en attendant de mourir. Face à un tel tableau, la vertu change de camp et même de sexe. Ce n'est plus l'audace bravache d'hommes bardés de cuir et de cuivre, c'est la patience ingrate et inouïe de femmes qui les assistent jusqu'au bout. Des scènes illustrent ce renversement. Tel haut gradé, couvert de décorations, vient visiter les blessés. Il ne tient pas 10 minutes et ressort en vomissant, tandis qu'une frêle héritière, que sa noble extraction destinée, selon Dunant, à l'œuvre douce du foyer, tient sans défaillir la jambe qu'un chirurgien découpe à vif sur un malheureux qui a sa pleine connaissance. Voilà une autre vertu. Et puisqu'il faut la nommer, Dunant l'appelle la vertu humanitaire. Son livre rencontre un succès immense. Il est lu par tout ce que l'Europe compte de souverains éclairés et impressionne jusqu'au sultan de Turquie. Un souvenir de Solferino n'est pas à proprement parler un manifeste. C'est plutôt un témoignage passionné et un peu désordonné, comme l'est son auteur lui-même. Cependant, on y distingue quelques intuitions fondamentales qui vont donner à cette vertu humanitaire le moyen de s'exprimer à l'avenir de façon plus efficace qu'à Solferino. Première intuition et premier principe d'action, la notion de permanence. Certes, il n'y a pas de guerre chaque jour, pas non plus de catastrophe ni d'épidémie. Pourtant, si l'on veut être efficace quand elles surgissent, il faut s'y préparer, c'est-à-dire disposer de moyens permanents. Dans son livre, Dunant montre à quel point les secours à Solferino ont été marqués par la confusion et le dénuement. Pas d'ambulance digne de ce nom, pas de médicaments, pas assez de charpines et de brancards. Cette improvisation, généralement dramatique, n'est parfois pas sans charme. Elle donne lieu à des scènes stendhaliennes,
Ainsi, quand les blessés survivants arrivent à Milan, les grandes dames de la capitale lombarde leur ouvrent leur palais. On n'a pas de peine à imaginer, sous des plafonds à la Tiepolo, de beaux amputés de 20 ans veillés par des duchesses éperdus de compassion. Quoi qu'il en soit, premier principe, il faut s'organiser avant. Ce sera la tâche de la société de secours que propose Dunant et à laquelle il donne un emblème nouveau, une croix rouge sur fond blanc. Deuxième principe, la vertu humanitaire, à la différence de la vertu militaire, est neutre. Les victimes n'appartiennent plus à un camp. Elles sont les membres indistincts de la communauté fraternelle des humains. Il faut une autorité neutre pour les prendre en charge. Ce sera le Comité international de la Croix-Rouge créé à Genève. Enfin, dernier principe, on peut dégager un espace pour la loi dans ce chaos qu'est la guerre. La montée aux extrêmes de la violence décrite par Clausewitz n'aboutit pas nécessairement à la suspension de tout rapport civilisé. Même dans la guerre, on peut fixer des limites à l'inhumanité. Dunant rédigera un premier texte destiné à fixer certaines règles acceptées par tous en temps de paix et que tous s'engageront à respecter pendant les guerres à venir. Ce sera la première convention de Genève, complétée peu à peu jusqu'au dispositif actuel qui comporte 4 conventions signées en 1948 et 2 protocoles additionnels dont on célèbre cette année le 50e anniversaire. Ainsi s'organise la vertu humanitaire, née dans la poussière et le sang à Solferino. On connaît le destin glorieux et tourmenté de la Croix-Rouge, qui devra faire face à de nombreuses guerres, dont 2 conflits mondiaux, qui mettront ses principes à rude épreuve et qui se verra rejointe depuis par d'autres acteurs se recommandant des mêmes principes, ONG et organisations internationales. En somme, Henri Dunant a atteint son but, peut-être même au-delà de ses espérances. Son destin personnel n'en a pas pour autant été favorisé. J'en dirai un mot pour conclure. Promptement éjecté du Comité international de la Croix-Rouge, créé à Genève par des notables suisses qu'indisposaient son idéalisme folâtre et sa propension à faire de mauvaises affaires, Dunant connaîtra la solitude, presque la misère. Recueilli dans un hospice où il passera les 24 dernières années de sa vie, il sera tiré de l'oubli par un journaliste peu avant sa mort et il recevra, en 1901, le premier prix Nobel de la paix. Paradoxe, il devra partager son prix avec un pacifiste. Vu de loin, ces 2 courants, pacifistes et humanitaires, peuvent sembler proches. Ils sont en vérité presque opposés. Les pacifistes veulent interdire la guerre et tout ce qui la rend plus humaine, donc moins choquante, est condamnable à leurs yeux. Dunant a une vision plus réaliste, certains diront plus résignée de la nature humaine. Il ne croit pas que la guerre disparaîtra jamais. Sans doute pense-t-il d'ailleurs que dans certains cas, face à la barbarie, elle reste légitime. Il sait au fond que la vertu humanitaire ne fera pas disparaître la vertu guerrière et même qu'elles formeront à l'avenir un couple inséparable. Quoi qu'il en soit, désormais, grâce à Henri Dunant, on ne peut plus s'écrier comme Napoléon chevauchant parmi les morts sur le champ de bataille d'Austerlitz « Une nuit de Paris refera tout cela », car on sait, depuis Solferino, que le lendemain des batailles est une autre bataille qui convoque une autre vertu et autant de courage.
Avant de clore cette séance, j'invite les lauréats et le public présent sous cette coupole à suivre les indications qui leur seront données dans la cour d'honneur pour rejoindre les salons où aura lieu la réception de Madame le secrétaire perpétuel. La séance est levée.